Alors maintenant, nous allons écouter un entrepreneur et dirigeant d'un cabinet de conseil, mais vous le connaissez sûrement comme membre fondateur de la Fondation Polémia. Merci d'accueillir Philippe Christel. Merci, désolé pour la déception. La photo date d'il y a une douzaine d'années. La réalité est un peu plus tragique. Mais puisque nous sommes dans ces logiques de transmission, on va en parler. C'est justement aussi l'adaptation, c'est la transformation. Transmettre et disparaître, c'est effectivement le thème de notre colloque. C'est vrai qu'il n'est pas forcément nécessaire d'être... je ne sais pas ce que c'est que ce truc qui tombe, hein. D'être historien, sociologue, professeur pour en parler, pas forcément non plus d'être un acteur de l'entreprise, puisque la transmission ou la disparition, par définition, c'est le sujet de l'être humain. C'est le sujet de l'être humain, puisque ce qui caractérise l'homme, c'est qu'il est irrémédiablement marqué par l'idée de sa propre finitude. Et l'homme sait très bien qu'il ne va conjurer sa finitude, et peut-être même conjurer la mort ou la peur de la mort, que par sa capacité à transmettre. C'est la première, peut-être, réflexion anthropologique que nous pouvons énoncer quand nous parlons de transmission. Puisqu'on est dans l'anthropologie, je vais en citer une seconde, et elle est une sorte de résumé de ce qu'a démontré l'anthropologue Arnold Gehlen quand il explique que l'homme, par nature, est un être de culture. Ce qui signifie que, c'est peut-être ce qui fait sa différence avec le reste des espèces vivantes, mais l'homme, effectivement, se distingue des autres créatures vivantes au sens où il se réalise par sa dimension culturelle. Le lombric naît entièrement lombric, le lion naît entièrement lion, mais l'homme ne naît pas totalement homme, il naît homme à partir du moment où il a réalisé via l'acquisition d'une somme de savoir, d'expérience, de valeurs, qui n'a réalisé sa propre condition. Et dès lors, c'est ça qui renvoie à l'inquiétude sur la notion de transmission, puisqu'il ne sera pas véritablement homme s'il n'aura pas transmis ou s'il ne se sera pas fait transmettre cet ensemble de savoirs culturels, valeurs, etc. Ça n'en fera pas nécessairement un lion, ça n'en fera pas nécessairement un lombric, encore que, quand on voit certains, on se demande, mais à l'évidence, il a cette nécessité de transmission. Et c'est bien ce qui frappe, me semble-t-il, l'homme occidental aujourd'hui, c'est qu'il est au centre d'un double mouvement de dépossession. On l'a vu principalement ce matin. Premièrement, on a dépossédé l'homme occidental de son passé. Nous sommes régulièrement sommés de renoncer à notre passé, forcément nauséabond, pour un certain nombre de lendemains qui chantent. Et maintenant, de manière plus perverse, on est également amené à devoir renoncer à ces fameux lendemains qui chantent, renoncer à cette espèce de projection qui fait de nous les acteurs d'une dimension humaine, collective, assise sur une projection de puissance, une projection démographique, une projection culturelle. On nous dépossède maintenant du droit de la filiation, dans une espèce de mouvement de dépossession qui est d'ailleurs totalement antinomique avec ce qui se passe partout ailleurs sur la planète, dans ces fameuses économies et cultures émergentes, où les Chinois sont fiers d'être Chinois, les Indiens fiers d'être Indiens, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. Et donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où nous ne devons plus qu'exister qu'au présent. Nous sommes dans l'épure de l'injonction 68 du jouissons sans entrave. Nous sommes résumés à notre capacité de jouir, de tirer profit du présent dans l'environnement absolument magnifique que la technologie et la société de consommation nous offrent. Mais c'est bien cela, me semble-t-il, qui produit cette espèce de tension et de malaise et d'anxiété dans nos sociétés, anxiété et malaise qui s'expriment de formes très diverses, mais qui est au cœur du profond malaise de l'homme européen, qui sait que sans transmission, il est voué au néant. Et donc, évidemment, la transmission, c'est le remède, c'est la solution, c'est ce qui nous sortira de cette anxiété. Mais à une condition peut-être, qui est de bien avoir en tête le sentiment que la transmission, c'est un phénomène dynamique qui ne consiste pas seulement à révérer ou sublimer le passé, mais à imaginer l'avenir, à s'y projeter et à le construire. Pour un certain nombre de raisons simples, la fidélité au passé implique l'avenir pour la bonne et simple raison, observons-le, que le passé que nous révérons
a été un avenir pour un passé encore plus antérieur. Le passé que nous révérons n'est jamais que le produit d'une volonté de projection individuelle et collective des communautés et générations qui nous ont succédé. Première chose. Il y a donc, derrière la transmission, la nécessité de rimer avec imagination, avec création, avec transmission, avec transformation, pardon. Cocteau disait de la tradition qu'elle est une statue qui marche. La transmission aussi doit être une statue qui marche. Et d'ailleurs, très biologiquement, les neurosciences aujourd'hui ont mis en évidence que les aires de notre cerveau qui sont connectées et stimulées ensemble sont les mêmes dès lors qu'il s'agit de se souvenir du passé et d'imaginer l'avenir. On est sur les mêmes aires qui sont stimulées. Il y a bien, là, dans cette logique de transmission, un lien permanent entre le passé et l'avenir. Et donc ça veut dire que si nous voulons assurer la vitalité de la transmission, si nous voulons restaurer la transmission, il nous faut évidemment des professeurs de littérature, mais il nous faut également des romanciers, n'est-ce pas Eric ? Il nous faut des théologiens et des exégètes, mais il nous faut des prophètes. Il nous faut des professeurs d'histoire, et nous sommes correctement outillés au sein de l'Iliade, mais il nous faut aussi des hommes et des femmes qui sont déterminés à faire l'histoire. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Il nous faut donc des créateurs, des innovateurs, des découvreurs, des bâtisseurs, j'en passe et des meilleurs, c'est la seule rime de l'exposé. Donc, effectivement, il nous faut des bibliothèques et des musées, mais il nous faut des institutions capables de projeter la vision en action, de projeter ce que l'on retient de la transmission dans une logique d'action, et donc des institutions capables de pouvoir réunir les éléments qui forgent, qui redonnent une dimension collective et une dimension à l'aventure humaine, avec un certain sens de l'épopée et de confrontation au réel. Eh bien, il me semble, et j'en viens, après ce long prolégomène au sujet, il me semble que s'il est bien une institution qui répond à ce portrait, c'est bien celle de l'entreprise. Je crois que l'entreprise est effectivement, à côté de l'école, à côté de l'université, à côté de la famille, un vecteur absolument crucial de transmission. On va commencer par le plus facile. L'entreprise, c'est évidemment d'abord le lieu essentiel de transmission des savoir-faire. La jeune recrue qui intègre une entreprise va d'abord compléter sa formation initiale, voire pallier les graves lacunes de celle-ci, en étant aux côtés de ses collègues ou de ses tuteurs, en tout cas de la communauté vivante de l'entreprise. L'entreprise est un lieu d'apprentissage, d'acquisition de compétences, au contact des anciens et de la réalité du métier. Et grâce à ce lien direct entre les salariés, il y a là un pont qui est créé et qui se tient au-dessus des abîmes du présent. Et d'ailleurs, les entreprises sont à ce point attentives à cette richesse de transmission des connaissances et compétences qu'elles se structurent énormément, quand leur taille leur permet, avec les logiques de formation continue, avec les logiques parfois même d'université d'entreprise, et même dans certaines cultures industrielles de masse et pas qu'artisanales, avec des logiques de conservatoire de métiers. C'est un beau mot qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Et même d'ailleurs, les entreprises, ces grandes entreprises de production intellectuelle de masse, on pourrait parler de l'automobile, qui réfléchissent sur le déploiement de ce qu'on appelle les systèmes d'excellence, travaillent sur des systèmes de transmission et de progression qui permettent à la fois, certes, d'assurer la performance économique, mais également de veiller aux conditions de travail des salariés et d'assurer la survivance et la répétabilité du beau geste. Parce que le beau geste, qu'il soit artisanal ou qu'il soit dans la production de masse, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, fait partie des attendus et des sujets d'attention pour l'entreprise. Le deuxième élément que je voudrais partager, c'est que, peut-être de manière moins évidente, mais que l'entreprise est aussi le moment, l'endroit en tout cas, où on transmet des savoir-être. Pour le jeune embauché, l'arrivée dans l'entreprise va être la fin d'une séquence parfois furieusement individualiste. Et c'est là qu'il va commencer sa première expérience de vie en société, le mot société ayant là les deux acceptions de son titre. Dans une entreprise, on apprend à travailler, à vivre avec les autres, on monte des projets communs et on réapprend un certain nombre de règles, la ponctualité, le respect des engagements, la politesse, le fait de savoir mettre ses propres passions en deuxième rideau par rapport aux bénéfices du collectif.
Avec la disparition du service militaire obligatoire, d'une part, et deuxièmement, l'explosion de l'enfant roi, quand il n'a pas été enfant unique d'ailleurs, d'autre part, eh bien, l'arrivée dans l'entreprise, l'entretien d'embauche, le premier salaire sont parfois des rites de passage à l'âge adulte que nul autre élément dans la société ne peut offrir à la personne. Et donc, c'est au contact de ses collègues que le jeune collaborateur va commencer à s'intégrer à l'intérieur d'une communauté, qui n'a rien à voir avec des communautés plus organiques, mais qui est en elle-même une communauté, parce que, oui, je pense que l'entreprise est une véritable communauté, c'est d'ailleurs son essence, l'essence même de l'entreprise, c'est de réunir des hommes et des femmes au service d'un objectif, d'un ou plusieurs objectifs. Donc travailler dans une entreprise, c'est expérimenter au quotidien que l'union fait la force, c'est d'expérimenter au quotidien que les compétences et les talents des uns sont complémentaires des compétences et des talents des autres. C'est expérimenter aussi cette dimension holiste que nous recherchons tous quand nous créons des associations, des regroupements. La dimension holiste, c'est celle qui fait la preuve que la somme d'un tout est supérieure en puissance à l'addition des talents des différentes parties. Évidemment, dans l'entreprise, je ne cherche pas à en faire une dimension idyllique, évidemment, il y a des faiblesses, il y a des petitesses, des mesquineries, des rivalités, des inimitiés, des injustices, que sais-je. Il y en avait autant dans les communautés villageoises d'antan et d'aujourd'hui, il y en a dans les équipes sportives, il y en a dans toutes les configurations de regroupements humains, mais en tout cas, c'est bien du coup au sein de l'entreprise qu'on peut expérimenter aussi le fait que l'intérêt bien compris des membres suppose que chacun mettre le couvercle sur ses passions, sur ses frustrations, au nom de quelque chose qui est plus grand que lui. Et l'entreprise est donc, me semble-t-il, un puissant antidote à l'individualisme, l'égocentrisme ou le narcissisme de nos sociétés. C'est au sein des entreprises qu'on arrive à vivre collectivement un certain nombre d'émotions qui sont l'excitation du combat, la déception de l'échec parfois et l'exaltation de la victoire. Parce qu'un autre élément qu'on peut, me semble-t-il, tirer de l'entreprise, c'est que dans le monde le plus linéaire, le plus gris, le plus aseptisé qu'on nous vend et qu'on nous démontre, eh bien, ma foi, l'entreprise est sans doute l'un des rares, si ce n'est le rare espace où l'épique a encore droit de citer. Dans le marché mondialisé qu'on connaît, les entreprises élaborent des stratégies, elles nouent des alliances, elles mènent des offensives commerciales, elles effectuent des percées technologiques, elles conquièrent des marchés, elles s'emparent de technologies clés, elles mènent, elles repoussent des raids boursiers. Vous l'avez compris avec ce vocabulaire que j'utilise. Évidemment, nous sommes loin de la chose militaire au sens où on ne met pas toujours la peau au bout de l'idée ou du fusil, mais on est bien dans cette logique de combat, dans cette logique de vertu virile. Et ma foi, il n'y a plus que cette guerre notre mère là que l'on peut vivre dans l'entreprise. D'autant que, pour un certain nombre d'entreprises, quelle que soit leur taille, et parfois beaucoup plus dans les plus grandes que les moyennes ou les plus petites, ceux qui mènent ce combat le font avec un niveau d'abnégation et de sacrifice, aussi parce qu'il faut défendre le pavillon, c'est-à-dire l'entreprise France ou la survie du modèle français. Il y a aujourd'hui dans les ingénieurs, les techniciens, les cadres qui se battent pour des grandes entreprises, que ce soit Peugeot, Alstom et Silor, il y a des guerriers de l'ombre, il y a des espèces de soldats inconnus qui se battent aussi pour une notion de patriotisme qui n'est plus représentée que dans cette entreprise-là, si on met de côté le spectacle du sport business. Et donc c'est dans ces entreprises-là qu'on va retrouver, peut-être sans tambour ni trompette, mais la réactivation d'un certain nombre de vertus viriles, de goût du risque, de camaraderie face à l'effort et du plaisir du combat. Un autre point peut-être à partager avec vous, c'est que l'entreprise est aussi en elle-même un lieu de mémoire. Les entreprises racontent leurs histoires. D'abord parce que certaines ont une histoire pluriséculaire à raconter, et elles aiment effectivement raconter leur histoire parce que cette histoire, qui n'a jamais rien de passéiste, est l'occasion pour leurs collaborateurs de retrouver des raisons d'espérer, des raisons de motivation, des leçons face à l'incertitude ou face à l'adversité. Il ne viendrait pas à l'entreprise, et sauf erreur, ça ne s'est pas constaté, il ne viendrait pas à l'entreprise de raconter sa propre histoire de manière totalement décentrée, telle que la vivrait l'un de ses concurrents. Il ne vient pas à l'idée de l'entreprise de criminaliser son passé ou de déconstruire son passé.
Non, les histoires d'entreprise, elles exaltent la fierté, elles exaltent l'appartenance, elles sont sur la partie positive de l'histoire. Elles garantissent la cohésion. Il n'y a pas dans l'entreprise l'ethnomasochisme permanent que l'on rencontre aujourd'hui dans l'histoire, avec un grand H tel qu'elle est véhiculée par les instances. Il n'y a pas cette notion-là. Il n'y a pas non plus cette désaffiliation et cette mauvaise conscience permanente. Et l'entreprise est donc, sa vision, la manière dont elle vit la notion d'histoire est donc beaucoup plus proche d'une transmission telle que nous, du concept de transmission tel que nous le vivons, que celle que nous subissons par ailleurs. Dernier point peut-être, c'est que l'entreprise, c'est aussi le goût de l'avenir. L'entreprise, par nécessité, se projette en permanence, non plus sur des logiques passéistes, mais sur des logiques d'avenir. L'histoire de la communauté n'est pas figée. L'entreprise vit, apprend cela en permanence. Et donc, quand on transmet les récits d'autrefois, c'est systématiquement pour les réadapter, les reformater et les adapter au monde qui vient. L'histoire est effectivement une réserve permanente de possibles. L'entreprise se nourrit de prospectives, l'entreprise scrute les tendances, l'entreprise écrit des scénarios, l'entreprise se projette, l'entreprise anticipe. Et on assiste d'ailleurs à un renversement des rôles tout à fait inédit. Pendant longtemps, c'était la prérogative de l'État que de démontrer qu'il était capable de penser le long terme, parce que lui, il n'était pas prisonnier des égoïsmes du court terme. La flotte de Louis XVI qui a écrasé la Royal Navy l'a fait et le doit parce que Colbert a planté des forêts de chênes en Charente 120 ans plus tôt, à une époque où la durée de vie moyenne n'excédait pas 45 ans. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, les décideurs publics ont l'œil rivé sur la prochaine échéance électorale. Les fonctionnaires ne savent pas sortir de ce qui a été voté du budget annuel. Toute créativité au-delà de ce qui a été voté par les élus étant par définition interdite, criminelle. Et quant aux élus ou politiques, ce qui les intéresse, c'est le sondage qui sortira dans une semaine. Et donc, les institutions, les dirigeants publics ont renoncé au long terme, là où l'entreprise se projette sur ce dit long terme. Et c'est même pire que ça, c'est que l'État aujourd'hui ne voit dans le long terme que les périls qu'il pourrait receler et dont il conviendrait de se prémunir. La traduction en est dans la funeste inscription dans la Constitution du principe de précaution. Et donc par rapport, alors que l'État donc patauge dans une espèce de mix entre cécité et frilosité, l'entreprise, elle contribue à maintenir une vision volontariste de l'avenir. Alors, évidemment, vous allez vous dire, et vous aurez raison, que ce plaidoyer est peut-être idyllique, et évidemment qu'il ne se retrouve pas systématiquement dans la réalité. Vous pourrez, chacune et chacun, m'opposer un exemple très concret sur ce tableau. C'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, l'éthique du politiquement correct va ronger l'épique que l'on souhaiterait voir. C'est vrai que la volonté de conformité étouffe la créativité. C'est vrai que les grandes multinationales génèrent des bureaucraties. C'est vrai que la financiarisation conduit davantage au court terme qu'au moyen-long terme. C'est vrai qu'on peut dire, ça se discute, que les solidarités dans les entreprises ne fonctionnent vraiment que quand l'entreprise connaît la prospérité. Et tout cela est vrai parce que, évidemment, le réel est beaucoup plus complexe que quelques discours que ce soit. De manière plus radicale, vous pourriez m'apporter la contradiction aussi en me disant que oui, quand même, l'entreprise, c'est quand même une partie liée avec le marché, avec la mondialisation, la société de consommation, c'est l'argent, c'est sale, c'est mal. Et donc l'entreprise n'est pas un agent de transmission, c'est un agent de délitement, c'est un agent de dilution, de dissolution. Et il y a effectivement, il ne faut pas le cacher, il faut se le dire, y compris dans nos milieux, il y a une capacité de critique de l'entreprise, cette espèce de forme capitale qui est l'axe du mal, souvent caricaturée d'ailleurs, d'autant plus violemment que ceux qui tiennent le stylo ne se sont jamais frottés à l'entreprise en question. Mais il y a une espèce de rémanence de ce vieux discours égalitariste français depuis Gracchus-Babeuf qui est toujours tout à fait surprenant quand on parle de l'entreprise. Moi, je ne crois pas que l'entreprise soit à ce point complice du marché destructeur. Et j'en veux pour preuve ou pour illustration, je n'aurais pas la prétention de la preuve, mais je pense que même l'entreprise, ça fait partie des rares institutions
contrairement aux institutions publiques, qui se dressent contre la logique toute puissance du marché, aussi paradoxal que cela puisse apparaître. Il y a un économiste, prix Nobel d'économie américain, qui s'appelle Ronald Coase, et qui expliquait en gros que vous avez deux manières d'organiser le marché, d'organiser les activités économiques. Vous avez d'une part le marché, et vous avez d'autre part l'entreprise. Et que toute extension du domaine de l'un correspondait à un recul du domaine de l'autre. L'entreprise, par définition, qui est un univers qui est borné et qui est temporalisé, s'oppose à la manière dont le marché veut progresser. Le marché, si je suis la définition d'Adam Smith et de sa fameuse main invisible, le marché, c'est un système qui est marqué par l'absence de hiérarchie, par un simple tissu de relations d'échange librement consenties entre individus et un tissu qui se recompose sans cesse. L'entreprise, eh bien, c'est l'inverse, puisque justement, elle se caractérise par l'établissement d'une hiérarchie interne et d'une profonde volonté de pérennité. Sens de la hiérarchie et volonté de pérennité, eh bien, je crois que ces deux traits-là suffisent à définir, à décrire l'entreprise comme une institution qui tranche radicalement avec les autres institutions contemporaines et tranche radicalement avec la propension actuelle à l'avachissement et à la dissolution de ce que nous voyons. Hiérarchie et volonté de pérennité, ce sont ces deux traits, je crois que nous pouvons en convenir, qui sont nécessaires à la transmission, en tout cas à une vision dynamique et pas muséifiée de la transmission. Hiérarchie et volonté de pérennité, c'est, je crois, beaucoup plus que la survivance d'un monde en voie de disparition, ce sont les ferments d'un renouveau. Ce matin, en fin de matinée, on a bien vu avec la discussion autour d'Aristote au Mont-Saint-Michel que dans le chaos qui a suivi la chute de l'Empire romain, la survivance de la vieille culture a été recueillie, a été soignée dans les monastères pour pouvoir ressurgir quand le moment historique est venu. Eh bien moi, je pense qu'il n'est pas impossible que dans le chaos postmoderne qui nous est promis et qui avance chaque jour, eh bien il n'est pas impossible que ce soit justement les entreprises qui deviennent à leur tour gardiens d'un certain nombre de vertus, un certain nombre de valeurs qu'elles vont maintenir vivantes alors qu'elles vont disparaître dans le reste de la société. Donc oui, je crois que si l'alternative entre transmettre et disparaître montre que la transmission dynamique est la clé, alors je crois que les entreprises ont profondément un rôle à jouer et donc finalement, il n'est pas du tout incongru que de faire leur éloge. Merci. Merci beaucoup, Philippe.